Bon, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue au Ciné-Club du CASI. En général, nous faisons ce type d'activité en présentiel, mais les contextes nous imposent de proposer cette activité à distance, même si nous sommes conscients que ce n'est pas la même chose, comme on disait. D'abord, je souhaite donner des informations avec vous, notre public, concernant l'association pour laquelle je travaille, qui s'appelle CASIUO, Centre d'action sociale italien. Donc, le CASIUO est une association d'éducation permanente qui a comme but l'insertion des communautés migrantes dans la société. Ces documentaires nous parlent d'abord parce qu'on est migrant et on a toujours travaillé avec les migrants. Dans les années 70, c'était les ouvriers italiens qui venaient à Bruxelles, puis avec leurs enfants, et aujourd'hui avec tous ceux qui habitent à Anderlecht, dont la plupart sont d'origine étrangère. Avec notre action, nous arrivons aussi à toucher le public de la nouvelle migration italienne à Bruxelles. Il ne faut pas imaginer comme des gens qui travaillent tous et toutes dans les institutions européennes. Ce n'est pas vraiment le cas. Et en fait, dans le cadre de nos activités, nous avons mené une petite enquête et on a, avec cette nouvelle migration pour la connaître, et nous avons posé la question à ces gens, donc, est-ce que tout est sans intégré? Et donc, les gens qu'on a interviewés, la plupart répondaient affirmativement. Là, après, on posait une deuxième question qui était une question qui voulait soulever une contradiction, évidemment. Et donc, c'était, est-ce que tu participes à la vie publique en Belgique? Est-ce que tu as des activités syndicales, politiques, associatives? Est-ce que tu connais ce milieu politique, associatif, syndical ou autre? Et la plupart nous répondaient que non, en fait, ils ne connaissaient pas grand-chose, ils ne participaient pas. Donc, on s'est dit, il faut encore investiguer, il faut encore chercher, creuser cette question, cette thématique. Et je me suis dit, allez, je vais chercher un documentaire qui parle de l'intégration, de la participation des étrangers à la vie publique à Bruxelles et en Belgique. Et j'ai trouvé sur la plateforme.b, les documentaires de Marie-Hélène Massin, qui est avec nous ce soir. Et là, en fait, les documentaires, c'est Notre pays pour toujours, avait été réalisé en 2002 et traitait la participation aux élections communales, de la participation comme électeur et comme élu, en fait, comme candidat et puis élu, d'une partie de la communauté maghrébine à Saint-Gilles, une commune qu'on connaît assez bien comme quasi parce qu'on fait pas mal d'activités là-bas. Donc, ces documentaires soulèvent une série de sujets qui nous intéressent énormément. Donc, la relation, par exemple, des migrants avec la politique, avec les institutions, ou, par exemple, la relation des jeunes des quartiers populaires avec la police, ou encore les sans-papiers. Il y a toute une série de sujets qui sont d'une actualité j'ai trouvé écrasante, quoi. Et donc, on a invité bien sûr Marie-Hélène et on s'est dit, allez, il faut mieux, comment dire, il faut connaître bien ce dont on est en train de parler. Et on a invité aussi Maziar Kojinian, historienne de l'immigration marocaine et turque en Belgique, docteur en histoire à l'ULB. Et, et voilà, et on aura pas mal de questions pour nos intervenants, que je remercie une deuxième, troisième et quatrième fois. Et cet événement de ce soir a été organisé avec le CFS ASBL et on a avec nous Philippe, travailleur du CFS. Et ça sera Philippe à modérer le débat. Et voilà, et te laisse la parole, Philippe, et c'est à toi. Bien, ben,
Ça fait un peu la formule d'usage, même si on s'est déjà parlé avant, mais bonsoir à toutes et tous, hein. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour, pas une projection débat, mais un débat autour de films que vous aurez déjà regardé avant. Le CFS est toujours intéressé par les questions liées à l'immigration. À l'inverse du quasi, il n'est pas né de l'immigration, mais il s'intéresse de longue date. Il a, on va dire, dans ses racines, un intérêt certain pour une implication en faveur des communautés immigrées, principalement marocaines, mais il a été en lien aussi avec, on parlait de Bruno Ducoli tout à l'heure, il a aussi été en lien avec le CASI ou encore d'autres associations nées du CASI. Je pense ici à, zut, je ne me souviens plus sur le nom, le COFTEN, parce qu'ils sont intéressés à se mettre ensemble pour travailler sur l'insertion des jeunes aussi à un moment donné pour la formation professionnelle. Et puis, par la suite, le CFS est né, mais il a derrière lui une longue histoire liée à l'immigration marocaine. Je pense à Mohamed El Baroudi, avec lequel ils avaient créé des cours d'Alpha qui ont donné suite par la suite au collectif Alpha. Il y a d'autres associations. Je peux vous renvoyer, si vous voulez, à des écrits qu'on a nous-mêmes rédigés au CFS sur cette histoire. Je pense que le CASI a pas mal d'écrits aussi là-dessus, sur l'histoire de l'immigration. Euh, J'avais juste envie de dire un petit mot aussi, puisque je parle de l'histoire du CFS et de cet intérêt pour l'immigration. Alain Leduc, qui est un des protagonistes du film et qui se trouve être encore actif au CFS en tant que vice-président, aurait souhaité être parmi nous ce soir, mais il est retenu pour des raisons familiales. Et nous a écrit un petit mot en disant tout son intérêt pour cette question. Il se tient toujours disposé est disponible à pouvoir débattre une autre fois des questions de l'immigration au niveau de la participation politique. Et voilà, comme il soulignait dans un petit mail, je vais le retrouver, hop, comme ça, il voulait quand même préciser que, voilà, à l'époque du film, en fait, il y avait sur la liste du bourgmestre, à son initiative, 3 candidats d'origine maghrébine qui furent tous 3 élus et dont l'un deviendra échevin. Voilà, donc il aimerait bien contextualiser une autre fois peut-être toute une série de questions que ça pose, mais il est toujours actif dans des actions d'éducation populaire, tout est en sans-papier, qui pour lui constitue aussi une forme de retour aux sources au début de l'alphabétisation et de la première campagne de régularisation des immigrés en 1974. Alors, peut-être un petit mot. Moi, je voulais, pour introduire le débat, moi aussi remercier nos intervenants principaux, même si j'espère que tout le monde interviendra, que ce soit sous forme de questions, de commentaires ou autres. Donc, Marie-Hélène Massin, vous avez réalisé une série de films, principalement des documentaires, si je ne m'abuse, et Ouais, ouais. souvent en lien aussi avec l'immigration. Je pense à Grosso modo, à Rue de l'Abondance, et puis Mmh. après celui-ci, donc c'est notre pays pour Petite fille toujours. aussi, où il y a un mélange d'enfants, ouais. Voilà, donc toute une série de films. Donc voilà, je vous demanderai par la suite de peut-être de nous expliquer qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à cette question, l'immigration, et en particulier de la représentativité en politique, finalement, de ces personnes immigrés ou issus de l'immigration, hein, on ne sait plus très bien quel terme employer, puisqu'on Mmh. parle de quatrième, maintenant cinquième génération, mais ils sont toujours regardés comme des immigrés. Et puis Maziar Kojinian, qui effectivement a fait une thèse sur l'immigration turque, le travail à la mine, et qui a publié récemment, j'ai vu ça, je ne le savais pas, que c'était enfin sorti, son livre, que je ne me priverai pas de citer lui aussi. Donc, hop, voilà, les Turcs à la mine, l'immigration turque dans l'industrie minière belge de 1956 à 1970, paru aux éditions Aimé en 2018. Alors, je propose peut-être de commencer par vous, Marie-Hélène, peut-être Ouais. nous expliquer ce qui vous a amené, justement, comme je vous disais tout à l'heure, à vous intéresser à cette question de l'immigration et de l'intégration. C'est un terme qui n'est plus tellement usité de nos jours. On parle beaucoup plus d'inclusion, hein. À une époque, on a parlé d'insertion aussi. Maintenant, on parle beaucoup plus d'inclusion. Mais l'intégration, euh, comme le mettait Djejman dans son invitation, est-ce que c'est en tout cas, la participation politique, est-ce que c'est le dernier stade de l'intégration? Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à cette question-là?
Donc en fait, je viens de la campagne Mhm. et à la frontière, hollandaise et là donc la majorité il y a pas d'immigrés à l'époque, il y en avait pas, sauf, ma mère et l'une ou l'autre personne qui venait de Hollande et déjà rien que cette petite différence-là m'a fait ressentir la difficulté de ne pas être, soi-disant, comme les autres et mon père faisait de la politique, là-bas et mon oncle aussi et donc le voisinage disait: «Ah le pauvre, il est marié avec une, hollandaise». Donc ça apparemment ça posait des problèmes dans les années, 60-70, d'être, marié avec une, hollandaise. Ensuite, quand je suis venue à Bruxelles, j'ai directement habité dans les quartiers, près de la gare du Nord, botanique et au fur et à mesure, le quartier s'est transformé. Les anciens Belges, comme on appelle, sont tous partis et petit à petit, sont arrivés les Turcs, c'est surtout les Turcs et les Marocains et quand à un moment donné, on voulait, faire planter des arbres, enfin ou faire des choses dans la rue et si on faisait des pétitions et bien ça n'avait pas d'écho puisque les gens n'avaient pas le droit de vote. Mais là, peut-être que l'historien doit raconter à partir de quand, comment, enfin, à un moment donné, des habitants n'avaient pas le droit de vote, donc ce qu'ils revendiquaient n'arrivait pas, donc c'est dans la période après, Nols. Mmh. Et puis après ils ont pu, donc j'ai fait le documentaire sur, rue de l'Abondance, qui est toujours, d'actualité à part qu'on n'a pas de téléphone, portable, dans ces années-là. Mais disons que la communauté s'est quand même, installée, durablement dans le quartier d'après ce que j'observe, hein. Peut-être que l'historien dira autre chose. Il y a des nouvelles communautés qui sont arrivées, des Bulgares, des Africains aussi, il y a, pas mal, d'Africains. Mais donc toujours est-il que j'ai quitté ce quartier-là et j'ai préféré faire, parce que j'ai fait aussi un documentaire sur, Cudel, Saint-Josse aussi, une commune Mhm. où l'immigration est importante et j'ai été à Saint-Gilles qui était quand même, au niveau de l'image comme ça très, ouverte et cool et cetera et donc quand on a annoncé en 2000, l'arrivée de jeunes d'origine immigrée, j'ai pensé que c'était, l'occasion de voir, alors que déjà Scarbeck et Saint-Josse ils s'étaient déjà présentés auparavant. C'est juste, Masia? Parce que je parle de mémoire, ils s'étaient déjà voilà et Saint-Gilles, c'était vraiment les débuts, en 2000. Vous devez ouvrir votre micro? Je dirais oui et non. Alors, il y a une particularité sur Saint-Gilles. Je ne sais pas si j'aborde déjà la question. Je crois Ah que oui, c'est vrai, pardon, ouais, pardon. la très grande particularité de la commune de Saint-Gilles, c'est que jusqu'au début des années 90, l'ensemble des partis politiques saint-gillois ont été très peu ouverts sur l'immigration. Et ça, bon, on le doit aussi en grande partie à celui qui est encore le bourgmestre de Saint-Gilles aujourd'hui, parce que d'une manière générale, depuis 1976, le système politique bruxellois était non seulement fermé aux immigrés, mais il leur était aussi extrêmement hostile. Et on sait par exemple qu'à la fin des années 80, au début des années 90, lorsque des militants politiques issus de l'immigration ont cherché à intégrer la section locale du Parti socialiste de Saint-Gilles, ils ont été rejetés. Alors, la particularité de ces militants, c'était que pour la plupart, ils venaient de courants communistes. Et il se rapprochait du Parti socialiste à la suite de la chute du mur de Berlin et de l'effondrement de l'Union soviétique. Et donc, ça a été une première occasion perdue, ce qui fait que effectivement, Saint-Gilles a connu sa première réelle campagne électorale locale ouverte à
un large pan de la population locale à partir de 2000. Ce qui s'est passé à Scarbeck et à Saint-Josse, alors Scarbeck et Saint-Josse étaient dans deux configurations totalement différentes. La première configuration sur Scarbeck était le fait d'avoir un bourgmestre ouvertement raciste, qui n'avait pas hésité à flirter avec Jean-Marie Le Pen dans les années 80, qui est resté très très longtemps à l'intérieur du parti libéral et qui a fini d'ailleurs par être éjecté du parti libéral à la fin des années 80. Et les étrangers ont pu finalement intégrer le système politique un peu plus tôt parce qu'il y avait un vide qui s'était formé. L'ensemble de la classe politique scarbecquoise s'était largement discrédité en suivant en fait la ligne très droitière et anti-immigrée de Roger Nols, là où la situation à Saint-Just était très différente. En fait, Cudel, depuis les années 50, était connu comme quelqu'un qui était relativement proche des étrangers, des mouvements de libération, de lutte pour l'indépendance. Par exemple, il avait aidé Algérienne. les Algériens durant la guerre d'Algérie. Il était reconnu pour ça. C'était aussi quelqu'un qui était connu pour aider les réfugiés politiques en leur trouvant du boulot même dans l'administration communale. Et de ce fait, là, c'était plutôt par une forme de cooptation qui est aussi intervenue plutôt au début des années 2000, mais avec déjà un contexte général, ou en tout cas une politique communale qui leur était déjà un peu plus favorable. Tout en Alors, je sachant... viens à Saint-Gilles, hein, je raconte vite l'histoire de la liste de votre vice-président. Donc, il y avait 3 jeunes, je pense que Ghezala, elle est algérienne et les 2 autres étaient, enfin bref. Toujours est-il que quand je voulais les suivre dans leur campagne, ils ne savaient pas très bien comment va-t-on faire campagne. Donc ils étaient assez isolés et ignoraient tout. Donc j'ai dû moi-même inventer des choses pour qu'ils commencent à parler du fait de se présenter aux élections. Donc c'est pas un truc inné. Donc je pense qu'à Saint-Gilles quand même, bon, ils ont ouvert les listes, mais ils sont quand même restés, sauf peut-être monsieur le duc, ça je ne l'ai pas suivi particulièrement, mais les 3 de la liste, l'animateur socioculturel de je ne sais plus quel centre et Ghezala, je sais qu'ils avaient vraiment du mal à commencer à battre campagne. Pardon. Oui, alors après, bon, je pense d'abord qu'il y a un courant sur le long terme. Donc, les candidats qui sont choisis à l'époque ne sont pas des candidats aussi anodins que ça, notamment la personnalité de Hassan Assila, qui est d'une génération intermédiaire. Il est arrivé en Belgique à l'âge de 17-18 ans. C'était quelqu'un d'assez politisé. Il venait du sud du Maroc. Il avait déjà milité au sein de l'Union nationale des étudiants marocains. Il était aussi parti du Maroc à une période où le Maroc connaissait une situation de répression extrêmement forte de tous les mouvements sociaux possibles et imaginables. Et Hassan Assila, déjà dans les années 80, est très, très Mmh. actif dans les mouvements, dans les mouvements associatifs. Peut-être que la difficulté que Ghezala Cherifi a eue, c'était le fait qu'elle était algérienne. Et Ouais. donc se présenter comme algérien dans une campagne électorale pour être en contact avec des Marocains, ce n'est pas forcément une chose évidente. Et puis il faut le dire aussi, c'est que vraiment les élections communales de 2000 ont été vraiment les premières élections
au cours desquels les candidats d'origine étrangère ont pu s'exprimer. Et donc, c'était quand même quelque chose d'assez nouveau. Lors des élections précédentes en 94, ceux qui s'étaient retrouvés sur les listes étaient soit des candidats qui avaient déjà une longue expérience politique. On peut penser notamment au regretté Mahfoud Ramdani, qui était le représentant du Parti communiste tunisien en Belgique. Et donc, de fait, les candidats que l'on trouve aussi en 2000 ne sont pas forcément des candidats qui ont une expérience politique de militantisme dans le pays d'origine, ou qui n'ont pas été à l'avant-plan des initiatives politico-associatives des années 80, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu, à partir de la fin des années 70, toute une campagne pour accorder le droit de vote aux immigrés à l'horizon des élections communales de 1982. Et puis, les années 80 ont vraiment été une décennie en creux, où les immigrés ont été les boucs émissaires de la crise économique et de toutes les réformes structurelles néolibérales, et donc ont eu peu voix au chapitre. Et donc, de fait, il y avait eu aussi une sorte de dépolitisation à laquelle avait aussi contribué le déclin du mouvement communiste international, aussi toutes les politiques de restrictions sociales, d'attaque contre la sécurité sociale, avait fait qu'il y avait une forme d'atomisation aussi du débat politique en tant que tel. Et donc, pour une jeune génération, on voit d'ailleurs dans ce documentaire à la fois cette volonté d'imposer dans l'agenda politique les problèmes rencontrés dans les quartiers majoritairement peuplés par les immigrés, en particulier dans une commune comme Saint-Gilles, qui est une commune qui, comme Scarbeck, connaît une grande différence sociologique, donc avec les quartiers populaires près de la gare du Midi, où on commençait à s'installer massivement les Marocains à partir de la fin des années 60 et des années 70, et le haut de la commune qui était celle des fonctionnaires de la petite bourgeoisie. Et on trouve encore ce différentiel extrêmement important, à la fois sur le débat. On ne fait pas campagne dans le sud, dans le bas de Saint-Gilles, comme on le fait dans le haut de Saint-Gilles. Les préoccupations ne sont pas les mêmes. Et donc, bien évidemment, les sections locales n'avaient pas forcément de programme précis à proposer pour les nouveaux électeurs. Pour le bas de Saint-Gilles. Donc, on le voit très fortement pour les Marocains, mais on le voit aussi pour les Turcs. Avec des différences suivant les partis politiques, parce que c'est quand même le Parti socialiste qui va le plus profiter en fait de l'arrivée de ce nouvel électorat. Il ne faut pas oublier que les naturalisations se font massivement à partir de la deuxième moitié des années 90. Et donc, entre 1994 et 2000, il y a aussi l'arrivée de dizaines de milliers de nouveaux Belges dans l'ensemble des communes de la première ceinture de l'agglomération bruxelloise. Et donc, c'est quelque chose de nouveau pour les partis politiques, c'est quelque chose de nouveau pour les candidats qu'ils vont aller chercher. Alors, la plupart du temps, les partis politiques vont aller chercher des candidats qu'ils connaissent d'une manière ou d'une autre, qui sont soit issus du mouvement associatif,
soit qui travaillent déjà dans l'administration communale, c'est le cas à Saint-Gilles, c'est aussi le cas à Saint-Josse. Par exemple, les tout débuts en politique de Émir Kir sont dus au fait qu'il avait travaillé dans le service communal, et la plupart du temps, ce sont les services de la jeunesse, donc ce sont les immigrés de la deuxième génération ou ceux qui sont nés en Belgique et qui ont acquis un certain bagage, donc soit parce qu'ils ont terminé l'enseignement secondaire, certains ont pu faire l'université ou ont pu faire au moins un bachelier, et donc avaient les compétences requises pour pouvoir rentrer dans la fonction publique ou dans le secteur associatif subventionné. Et c'est là qu'on va chercher les candidats, mais avec très clairement cet objectif-là, en les utilisant comme attrape-voix. Donc, il n'y a pas réellement de volonté, même encore d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas réellement un programme très clair, très clairement orienté vers les enjeux et les problématiques propres que rencontrent ces jeunes. Et on le voit d'ailleurs très très bien dans la question du Mais vous dites documentaire. ça en règle générale En règle ou générale, vous parlez trop du Parti socialiste? Parce que en part- les écolos, Alors, la particularité, c'est que les écolos, en fait, ont moins été dans une stratégie visant à chercher des attrape-voix. Ils ont plutôt été chercher des candidats qui étaient intéressés par le programme. D'ailleurs, on le voit très bien dans ce documentaire. La candidate écolo est beaucoup plus militante. Elle est aussi beaucoup plus à gauche, alors que le Parti socialiste, généralement, va plutôt coopter des candidats, alors soit issus effectivement du milieu associatif ou qui étaient déjà un peu dans la mouvance socialiste, mais on voit notamment à Molenbeek qu'on choisit plutôt des candidats qui sont connus pour être proches des mosquées. Bon. Donc, le souci pour Écolo, c'est que cette stratégie politique ne va pas être une réussite. On voit d'ailleurs encore jusqu'à aujourd'hui que Écolo a du mal à transformer en fait son ouverture vis-à-vis d'un certain nombre de thématiques qui intéressent les populations d'origine maghrébine ou les populations d'origine turque, notamment comme la question des discriminations à l'embauche pour les femmes voilées. On voit quand même qu'il y a beaucoup de difficultés pour ce parti politique de transformer en fait l'essai en nombre de voix. Donc paradoxalement, le Parti socialiste va réussir à capter au fond un électorat, aussi parce que le Parti socialiste détient aussi un certain nombre de ses administrations communales, donc sont déjà au pouvoir dans un certain nombre de ces municipalités, et donc propose aussi propose à leur électorat des choses qui sont très très concrètes. On le voit aussi à Schaerbeek, donc là où le FDF va pouvoir faire oublier les années Nols, il va aussi arriver à capter une grande partie de l'électorat, indépendamment de sa composition socio-professionnelle. Donc, ils reçoivent à la fois des voix venant d'ouvriers, mais aussi des commerçants de l'HEC de Hacht ou d'autres quartiers connus pour être des quartiers commerçants. Donc, on a vraiment cette optique très pragmatique, si vous voulez, mais avec un changement. D'ailleurs, on le perçoit au fond avec les dernières élections que l'on a eues en 2019. C'est le transfert de voix extrêmement important que l'on a vu chez l'électorat dit musulman. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit électorat musulman? Parce qu'il y a les dernières enquêtes sociologiques qui ont commencé à être produites à partir des années 2009-2010 se sont beaucoup centrées en fait sur la conception du musulman. Donc, on ne parle plus en termes de Marocains ou en termes de Turcs, mais on s'intéresse finalement à l'électorat musulman. Et on voit que cet électorat musulman est encore largement acquis au Parti socialiste. Près de 50% des voix vont vers le Parti socialiste, mais un quart sont captés aujourd'hui par le PTB. et les libéraux aussi un peu, non?
Alors, les libéraux, ça a beaucoup baissé Ascarbet, quoi. parce que les libéraux, en fait, ont relativement peu de candidats et surtout peu de candidats placés sur à des places éligibles. Contrairement au Parti socialiste, qui lui met en avant des candidats. Alors, généralement, les candidats qui sont mis dorénavant en avant par le Parti socialiste sont des candidats aussi qui doivent, d'une certaine manière, leur place au fait qu'ils ont intégré l'appareil du parti. C'est notamment le cas actuellement de quelqu'un comme Ahmed Laouej. On ne peut pas présenter réellement comme un candidat ethnique, mais vraiment comme aujourd'hui le chef de la fédération bruxelloise du Parti socialiste. Et il y a un certain nombre de candidats comme ça alors, qui par rapport aux candidats de 2000 ont des profils qui sont très très différents. D'abord, ce sont des profils universitaires. Ce sont des profils qui généralement ont fait du cabinet, donc ont été intégrés dans des cabinets ministériels relativement jeunes ou ont intégré des administrations. Ils sont aussi reconnus pour leurs compétences dans un certain nombre de matières bien déterminées. Et puis, à côté de ça, il y a d'autres types de candidats que l'on appellera plutôt des candidats à trappe-voix, que l'on met un peu plus bas dans les listes électorales, mais dont on escompte au fond le fait qu'avec le poids électoral qu'ils représentent, ils vont pouvoir apporter au parti des suffrages supplémentaires que le parti n'aurait pas pu avoir autrement. Il y a aussi un autre phénomène qui est intéressant et que montrent les enquêtes sociologiques qui ont été faites dans les 10 dernières années, c'est le fait que là où on trouve dans les populations d'origine étrangère une tendance à un vote ethnique préférentiel, donc le fait pour des personnes d'origine marocaine ou des personnes d'origine turque de davantage voter pour des candidats d'origine marocaine ou des candidats d'origine turque, il y a une tendance dans l'électorat, et en particulier dans l'électorat socialiste et dans l'électorat écologiste, de voter pour des candidats féminins d'origine étrangère ou d'origine maghrébine. Ce qui fait qu'il y a, notamment dans le chef de certaines femmes politiques, le fait qu'elles sont davantage populaires dans un électorat dit belgo-belge que dans l'électorat d'origine étrangère. Donc, quelqu'un comme Fadila Lahanan aura potentiellement autant de voix, voire plus, parmi des non-belgo-marocains que parmi des belgo-marocains. Même chose pour quelqu'un comme Zakia Khattabi. Alors ça, c'est quelque chose de particulier. Que bon, on essaye d'expliquer par le fait que il y a probablement un effet sociologique. Donc, plus vous montez dans des catégories socio-professionnelles, donc plus vous avez un électorat universitaire qui a des choix idéologiques et partisans bien déterminés, plus vous aurez finalement un choix qui sera aveugle au point de vue des origines, plus vous aurez un électorat populaire, plus vous aurez un électorat qui votera en fait plutôt par et pour le collectif. Donc, qui seront plus influencés par ce que diront les associations, les voisins, éventuellement la mosquée pour ceux qui fréquentent la mosquée, l'épicier du coin, etc., que par des choix idéologiquement bien déterminés. Mais ça, c'est une évolution que l'on voit aujourd'hui. Ce sont des enquêtes qui ont été faites à partir de 2009. Il n'existait pas en tant que tel d'enquête. Il n'y a pas d'enquête qui a été faite pour les élections communales de 2000. La seule chose, c'est qu'on a vu les résultats en bout de course. Et effectivement, les élections communales de 2000 ont vu quand même une explosion en termes non seulement de candidats, mais aussi d'élus d'origine étrangère, puisqu'on est passé d'une proportion de 2%
en 1994 à 14% en 2000. Et moi, je voulais savoir un peu, en 2006, à ce moment-là, les étrangers pouvaient voter au communal. Est-ce que ça a changé quelque chose par rapport justement à cette explosion? Est-ce que la courbe s'est poursuivie? Est-ce qu'on est arrivé par exemple à 25%? Et en termes de résultats électoraux, qu'est-ce que ça a changé? Il y a d'une part les candidats, mais il y a d'autre part les résultats. Alors, ce que l'on voit aujourd'hui dans les résultats, c'est qu'on peut dire que la représentation politique, en particulier pour ce qui concerne les populations d'origine marocaine et d'origine turque, correspondent à leur proportion dans la population bruxelloise. Donc, si on a aujourd'hui une représentation entre 20 et 25% de candidats, d'élus d'origine marocaine ou d'origine turque, ça correspond plus ou moins à leur composition dans la population bruxelloise. Alors, bien évidemment, c'est plutôt les communautés les plus importantes en nombre qui gagnent, voire même, on le voit d'ailleurs dans le cas des Turcs, c'est que les Turcs, en fait, ont cette spécificité d'être surreprésentés par rapport à leur poids dans la population bruxelloise. Et ça, c'est dû à un phénomène finalement d'organisation communautaire, si on veut, où les reports de voix se font beaucoup plus massivement sur les candidats d'origine turque. Aussi du fait que les candidats d'origine turque se retrouvent en nombre relativement limité sur les listes, contrairement aux candidats marocains qui sont beaucoup plus nombreux. Et donc là, l'éventail est beaucoup plus large. L'éventail est aussi beaucoup plus large en termes de participation politique. Donc on retrouve des candidats d'origine maghrébine un peu sur toutes les listes, ce qui est relativement moins le cas pour les personnes d'origine turque ou pour les personnes d'origine congolaise, par exemple. Là où il y avait effectivement jusque dans les derniers temps un report massif vers le CDH, ça leur permettait au fond d'avoir aussi relativement une surreprésentation, en sachant qu'il y a toujours un décalage entre le moment, un moment T de représentation parlementaire et la composition de la population. Parce que vient se greffer, puisque la population bruxelloise se renouvelle au fond tous les 5 ans par de nouvelles arrivées. Les Espagnols, qui étaient très très nombreux à Saint-Gilles jusqu'à la fin des années 80, ont eu tendance à quitter la commune de Saint-Gilles pour aller s'installer ailleurs. Et on a vu finalement, à partir des années 2000, une immigration latino-américaine, roumaine, polonaise, que l'on retrouve petit à petit dans la représentation politique, mais toujours avec un décalage. Et Marie-Hélène, moi je voulais savoir aussi quel accueil, quelle réception avait été faite à votre film dans le monde politique justement, et en particulier peut-être à Saint-Gilles, puisque vous suivez la politique à Saint-Gilles dans ce film-là. Oh oui, là, je n'étais qu'à Saint-Gilles, mais je me suis introduite petit à petit. C'était pas l'accueil. Donc, je connaissais l'ancien directeur du Jacques Frank, Thierry Van Campenhout. Mhm. Je connaissais Yves Van de Vloed, qui est proche de comment il s'appelle, Alain Leduc. Enfin, comme ça, de fil en aiguille, j'ai rencontré X et Y. Mais je me demandais comment j'allais faire un film au départ. Donc Mhm. j'ai rencontré Ghezala individuellement. Donc tout le monde est non, il y avait le directeur ou l'animateur principal qui est devenu échevin de la jeunesse en 2000, je ne sais plus comment il s'appelle. Je voyais que ça ne le faisait pas plaisir, lui, il voulait de l'action, pas faire des discours. Donc là, c'est vrai que c'était pas évident pour moi. Bon, il fallait être patient, et puis il y a eu un moment où il y a eu plein d'actions et je les ai suivies, un peu malgré eux,
Non, je pense que c'était pas évident, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'ils n'ont pas été, accueillis par les sections pour faire pour faire vraiment une, campagne. Donc j'ai profité, de Yves Van de Vloed qui organisait un colloque à la maison communale. Enfin, j'ai dû y arriver par des moyens, détournés, quoi. Mhm. Et ils ont vu le film après, ils ont Puis réagi de le quelle manière? début du film, j'ai rien eu comme, retour, à part Ghezala, qui m'a dit: «Ah, si tu veux, on peut continuer sur un autre, sujet». Donc, Ghezala est une organisatrice, enfin, voilà, mais, les autres, pas. Donc, je sais même pas s'ils ont été déçus et j'ai pas demandé non plus, heu, parce que j'estime que ce film-là montre une période très précise, début du siècle, une première fois, et on voit, les pas incertains de des candidats et la perception aussi particulière. Il y a un candidat du CDH qui parle de la perception au Maroc et de la perception ici, qui sont des choses, différentes. Donc je me suis dit: C'est pas évident de faire de la politique quand on a, heu, de partager la politique quand on a une culture un peu, différente, et il faut de la bienveillance de la part des chefs de groupe, de parti, quoi. Mais surtout, j'ai senti que c'était plutôt pour, comme, disait Maziar, avoir certains d'entre eux, en tout cas, dans les jeunes, hein, Mhm. des voix. Il y a quand même aussi des relais. Enfin, je sais pas, Hassan, si tu nous entends, si tu veux réagir, parce que je vois que Euh, tu nous je suis. m'excuse, Philippe. En fait, Oui, vu que j'ai la modération de la chat, je oui. vois aussi qu'il y a une question. Donc, je ne sais pas comment tu veux, si tu veux les prendre ou attendre un peu. Bah, peut-être, enfin, comme Hassan a allumé son micro, ah, peut-être on peut la prendre après, mais parce que voilà, au niveau de l'expérience, Marie-Hélène parlait du début, tout à l'heure, de la difficulté, du manque d'expérience. Vous vous étiez un peu laissé tout seul. Comme tu es protagoniste dans le film C'est aussi, comme et qu'on ça te que je voit à un l'ai moment donné. perçu, hein. Je ne dis pas que c'est la vérité, j'ai pas vécu là pendant toutes les c'est comme ça que je l'ai perçu. Oui, oui, tout à fait. Mmh. Voilà, Hassan, toi, comment tu as vécu en fait parce qu'on te voit animer un débat à l'époque. Quel regard tu portes encore sur cette expérience-là, et peut-être comment tu vois l'évolution depuis lors. Hein, quand je revois les images, je suis un peu déçu, pas, pas parce que j'étais un peu pris par surprise par la réalisatrice, Mmh. mais je voudrais quand même remettre les choses sur leur contexte. À l'époque, comme l'a dit Maziar, que je remercie d'abord d'avoir remis les choses au point. Il faut dire pourquoi les immigrés, surtout je parlerai de l'immigration marocaine, ils sont venus. Donc, pour deux raisons. Il y a d'abord le Maroc à l'époque, c'était développer le Maroc utile. Donc, des grandes villes, Casablanca, Rabat, Agadir, Marrakech, et les zones les plus rurales étaient oubliées, le Rif et les grands Atlas, les moyens Atlas. Donc, ces populations que vous voyez arriver dans les années 60, ce sont surtout des populations d'origine rurale qui seront rejoints par après, en 1980, vers 1980, par des citadins, parce qu'il y a eu des grèves avec les syndicats, et la gauche était puissante au Maroc, mais était réprimée, qui sont rejoints par des ouvriers qui ont été licenciés. Donc les chauffeurs de tram, par exemple, les chauffeurs de bus. Et ça rendit la migration marocaine monolithique. Mais ce qui s'est passé, c'est que l'accueil qui s'est passé pour les immigrés, on avait besoin de main-d'œuvre. L'accueil, à ce moment-là, les gens s'intégraient par le travail. Dès l'arrivée de la deuxième génération, les problèmes commençaient à se poser. Et donc, au moment des élections, les clichés sur l'immigration, tout parti confondu, étaient le racisme, étranger dehors. C'est en tout cas ce qui m'a touché, moi,
de réagir. D'abord sur le monde associatif, parce que j'ai étudié un peu à l'UNIF, puis à l'école supérieure. Et sur Saint-Gilles, j'ai atterri parce que mon père est arrivé à Scarbeck, comme toute l'immigration marocaine d'Anvers vers Scarbeck, qui cherchaient à mettre leurs enfants dans les écoles francophones. Parce que vous connaissez, au Maroc, c'était surtout le français ou l'espagnol. À ce moment-là, Saint-Gilles, en arrivant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a deux événements. 92, c'est les émeutes. J'appelle ça la révolte des jeunes à Forêt, à Saint-Gilles. On l'appelait les émeutes de 92. Peut-être vous rappelez, ces jeunesses-là s'est révoltée parce qu'il n'y avait pas de perspective pour elles. À ce moment-là, on la traitait pour délinquante, alors que ce qu'ils voulaient, c'est une intégration. Le deuxième événement, c'est l'arrivée du Front National à Saint-Gilles en 1994. Ce qui nous a motivés, moi et quelques-uns, un ancien médiateur à Saint-Gilles qui était sociologue, Rachid Batoum, on s'est réunis, on a créé un mouvement qui s'appelait Droit devant, qui dénonçait le non-accès des immigrés au logement social, le refus d'avoir le cours de religion islamique dans certaines écoles saint-gilloises qui ont été condamnées après, et aussi le racisme ordinaire à la commune pour les papiers, tout ça. Nous avons interpellé par un journal, Droit devant, les élus communaux, et ça a été notre démarche à faire la politique. Ce n'est pas des attrape-voix, il y avait des gens inexpérimentés, c'est vrai. Je ne vais pas citer de nom, un ancien échevin de la jeunesse qui était coordinateur de la maison de jeunes, le local. Mais à l'époque, on s'est divisé. Moi qui étais dans mon entourage plutôt vers les gens de justice, de socialistes, parce qu'on a une famille mon père était artisan et délégué. Et donc, je me voyais plus dans un parti progressiste. Et j'ai fréquenté l'UNEM et le RDM. Et donc, c'est par conviction que je suis arrivé en politique, ce n'est pas par opportunisme. Et idem pour Rachid Batoum qui voulait former des jeunes. Et donc, il y avait à l'époque Rachid Batoum qui travaillait avec des échevins socialistes, était déçu. Et donc, il a poussé ces jeunes à aller sur la liste écolo en 2000. Et grâce à l'application de ces jeunes, moi, je n'étais pas là en 2000, ça a permis de faire sortir le Front National, tout simplement, parce qu'aussi, ils ont menti sur les listes électorales. Moi, je suis arrivé en 2006. Évidemment, grâce à la LUDIC qui a fait quand même, qui a un passé de militant en alphabétisation, collectif Alpha. Et donc, on essayait de traduire. Si pour changer les choses, il ne faut pas rester à l'extérieur. Moi, c'est ma conviction. Il fallait agir. Donc, j'étais dans le monde associatif. Il fallait agir. Il nous a dit, si vous voulez changer les choses, il faut y aller. Donc, j'ai trouvé normal et logique qu'on allait dans un parti, malgré qu'à l'époque, le Parti socialiste était un peu fermé, mais il fallait agir parce qu'il y avait peu de gens d'origine étrangère. Et donc, il fallait agir. C'est comme ça qu'on a agi. Cela n'empêche pas, comme il a dit M. Maziar, il y a des jeunes qui étaient inexpérimentés, des gens qui étaient à trappe-voix, des gens. Mais ce qui est différent entre l'immigration marocaine et turque, malgré c'est que le turc était beaucoup plus nationaliste. Donc, il se reportait plus sur le candidat turc, alors que chez les Marocains, ils pouvaient voter pour les Marocains, mais aussi pour la tête de liste et pour les autres candidats belges. Ce qui est, voilà la différence, malgré leur nombre. Moi, je trouve, ça c'est la raison de la différence entre. Mais aujourd'hui, on assiste plutôt à une ascension, une nouvelle génération, 4e, 5e génération, peut-être, qui, les jeunes, par le temps, vont se reporter sur d'autres partis. Parce que moi,
c'est un peu démocratique, sauf les extrêmes. Et donc, c'est logique. Au début, les jeunes votaient comme leurs parents. Maintenant, c'est un peu l'électorat se partage entre écolos, socialistes. Tu l'as dit à l'époque, les Africains se rapportaient sur le CDH parce qu'ils étaient plus un peu chrétiens. La plupart, les Congolais, c'est pour cette raison-là qu'ils étaient un peu plus sur le CDH. Pour certains aussi, certains Marocains. Et donc, pour moi, aujourd'hui, la politique, c'est plutôt faire avancer l'intérêt général. Les candidats doivent non pas satisfaire, je veux dire, être élus et avoir plus de voix et après il disparaît. Les gens commencent à comprendre maintenant. Et donc, il faut aussi, c'est beaucoup plus, bon, pour moi, c'est beaucoup plus difficile. Je ne voulais pas faire des voix pour des voix. Si je voulais le faire, je le ferais. Mais moi, je fais preuve de pédagogie, expliquer aux gens quels sont les mécanismes, comment avoir ses droits. Ça, c'est plus intéressant que d'avoir des voix. Ça, c'est mon point de vue, ma conviction. Mais c'est vous, à l'époque, qui organisiez des débats. J'ai En organisé 2000. un seul débat. Oui, non, mais heureusement que vous aviez organisé, je pense que c'était un des rares débats. Oui, oui, j'ai organisé C'était parce que ça le problème, c'est qu'il y avait… j'ai Pardon? trouvé utile de l'organiser parce que pour sensibiliser les gens à l'élection, parce qu'à l'époque, les gens ne participaient pas. Et j'ai dit, pendant les campagnes électorales, on était visés. Donc, il y avait je me rappelais même des libéraux. Hein. Il y a la loi Gaulle qui a passé par là. Heureusement, il y a la loi Moreau, 1981, qu'il faut lui rendre hommage sur ça, c'est contre le racisme. Et donc, en 2000, vous étiez le seul à organiser vraiment un débat oui, sur le sujet sur avec, enfin, il y avait d'autres oui, personnalités. Ou sinon, je n'ai pas trouvé. oui, il y avait, à ce moment-là, d'abord, le seul Marocain qui était élu, c'était sur la liste écolo. C'était un Oui. syndicaliste, mais qui n'a pas resté longtemps. Donc, ça, pour remettre les choses. Après, il y avait des jeunes qui sont issus, qui étaient sur la liste socialiste et sur la liste écolo. Mais donc voilà, c'est ça que je n'ai pas trouvé. Voilà. Il n'y avait pas d'organisation. Il y avait les écolos qui ont fait leur rencontre Ouais. pour le parti écolo, mais à un niveau plus large, vous étiez le seul à organiser un débat qui Voilà. Mais le seul, réunissait tous les partis. C'est comme ça que j'ai vu quelqu'un du voilà. CDH, Oui, du Parti socialiste. CDH. À l'époque, moi, je dirais que le rapport de force s'est fait entre 2000 et 2006. Hum. À ce mouvement-là, on était une quinzaine à se réunir bénévolement pour faire le rapport, pour faire la lecture, parce que les jeunes qui étaient à la politique n'arrivaient pas à concrétiser des choses. Et donc, on voulait pousser les dissidents, les décideurs à faire bouger les choses au niveau de la jeunesse, au niveau du logement. Donc, ça, à ce moment-là, en 2006, il y a eu des choses qui ont été, je dirais, grâce à ce mouvement-là, droit devant. Les autres peuvent, peut-être les décideurs ne le reconnaissent pas, on l'a fait. C'est des jeunes Et là, c'était les élections de 2000, hein, donc c'est… 2000, mais nous, les choses ont bougé vraiment en 2006. Parce qu'à Voilà. l'époque, Ouais. quand on voit le film, les endroits où on a filmé, c'était des tout petits endroits où il n'y avait pas moyen de passer la caméra. Il y avait pas des lieux, Oui, il n'y avait pas pas d'espace. Vous vous souvenez, chez vous, là, Oui. c'était assez petit. Chez les j'ai- écolos, c'est une salle de boxe. Enfin, Voilà. donc, il n'y avait pas de lieu Ouais. pour que les jeunes puissent s'exprimer, quoi. Mais j'avais pris un risque parce que c'est difficile de sensibiliser les gens à ce moment-là. Et ceux qui étaient sur les listes n'avaient pas l'expérience Oui. pour aller. En fait, il suffisait de mettre leur nom sur la liste pour être élu. Mais j'estimais qu'il fallait sensibiliser les gens. Ça reste encore d'actualité lorsqu'on a permis aux gens maintenant étrangers qui ne sont pas de nationalité belge je veux dire, de voter.
quand je vais chez les gens, et ils n'ont pas l'habitude de participer. Donc, les nouveaux arrivants. Et donc, il faut du temps pour... la Belgique, comme les pays d'Europe, ils ont une tradition démocratique qui n'existe pas dans ces pays-là. Dans ces pays on appelle ça tiers-monde, c'est de rapport de force. Moi, ce qui m'a le plus impressionné, le plus imbibé, c'est l'existence de l'INEM et de l'RDM, mais aussi des résistants, des réfugiés chiliens, argentins, espagnols, italiens. Moi, j'avais eu la chance de rencontrer Bruno Docchioli, que Dieu ait son âme, que c'est des gens qui nous ont un peu formés, quoi. Hein? Et vous vous souvenez, dans votre lieu, Rita est venue lire une lettre. Donc, elle ne voulait pas participer à un débat où elle n'était considérée que comme oui, d'origine. Donc, c'est c'était intéressant aussi. J'étais un peu déçu parce que j'ai essayé de les inviter pour confronter les idées, oui. Mais à ce moment-là, ils étaient inexpérimentés. Et donc, vous étiez courageux. Voilà, et donc, ils me reprochaient moi, je voulais simplement confronter pourquoi ils se mettaient sur les listes et pour quelles raisons, et donc quel intérêt. Donc, c'était la raison pour laquelle j'ai invité ces candidats. Il fallait tenter quelque chose, c'était un peu minime, mais il fallait tenter. Après, le déclic est arrivé après en 2000. Mais je sens qu'à cette époque-là, les choses se sont mises en place un peu, de manière un peu fragile, mais on sent quand même l'intérêt d'un certain nombre à… Je m'excuse. En fait, Philippe, je pense que tu as encore des questions pour Marie-Hélène Mazière, si je ne me trompe pas, parce qu'il est déjà 19h32, ça fait une heure qu'on est là, donc on se donne encore, je pense, une trentaine de minutes. Donc, si tu veux terminer les cycles de questions qu'on avait préparé avant de donner les dernières 10 minutes, 15 minutes à la salle, parce que je voyais aussi qu'il y avait une personne, notamment Eliane, qui avait déjà une question, donc voilà. D'accord. En fait, Marie-Hélène, moi, je voulais savoir, ce film, il date, on a parlé beaucoup du passé. Si vous deviez le refaire aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez un peu suivi l'évolution aussi de la manière dont ça se passe à Bruxelles. Est-ce que vous auriez une approche différente pour suivre les élections, les candidats? Qu'est-ce qui changerait dans votre regard C'est des sujets délicats, hein. Comme le dit le jeune homme à l'entrée du film, il y a des choses dont on ne parle pas. Et je trouve que ça devient très compliqué. Moi, en tant que fille ancienne belge, je me dis qu'il y a… Bon, je ne sais pas. J'avais été montrer ce film-là un autre film, aux 50 ans de la présence de la communauté turque. Et alors, j'avais dans un film filmé la sortie d'une mosquée et je me rends compte, je ne le ferai pas. Ouais, c'est une forme de naïveté comme ça. Je me sens plus mal à l'aise que dans les années 90 ou 2000. Et je trouve ça extrêmement triste parce que je trouve qu'on est plus en forme de tribu qu'en politique, où c'est un modèle d'intégration finalement. Voilà, toutes les femmes ont le même genre de problèmes, les classes sociales, enfin des choses comme ça devraient nous réunir plutôt que des origines. Il y a eu ce problème je ne sais pas s'il y a un Scarbécois parmi vous? Non. Il y a eu un problème dans une école ici à Scarbeck où c'était pendant les dernières élections communales, une petite fille a été, peut-être que Maziar connaît cette histoire-là, une petite fille aurait été violée à l'école et il y a eu toute une histoire assez lourde où on a dû fermer l'école. Donc l'école, c'est quand même le lieu du mélange, de la confiance, et le bourgmestre a dû parler à un représentant de la communauté qui incriminait. Voilà, et je pense ça n'est pas rassurant. Le bien communal devrait être géré par tous. Donc je serais moins à l'aise que…
À l'époque. qu'à l'époque. Et pourtant, c'était pas évident à l'époque parce que, ouais, je sais pas, on se demande toujours ce que quelqu'un cherche à s'intéresser à un sujet. Et moi, mon ambition, c'est que les gens vivent, qu'il y a un minimum de justice et que les gens vivent de manière plus ou moins, égalitaire, et chacun doit, surtout chacun doit prendre ses responsabilités pour que le business politique fonctionne mieux, Et voilà. Mazia, moi, je voulais savoir aussi, en termes de vivre ensemble, là, on t'a expliqué comment il y a une représentation politique de plus en plus élargie, mais est-ce que ça joue finalement sur les politiques publiques? De quelle manière ça influe sur une série de dispositifs qui sont mis en place au service du vivre ensemble? C'est un peu ça aussi le thème du film, voir comment on peut vivre ensemble en prenant en compte les intérêts de plus en plus de personnes qui vivent à Bruxelles, par exemple. En l'espace de 20 ans, 21 ans, il y a quand même énormément de choses qui se sont modifiées. Enfin, tous les débats et tous les projets de réforme que l'on trouve aujourd'hui sur la question de l'accès à l'emploi, l'accès au logement, la question des discriminations, discrimination à l'embauche, discrimination dans les services publics, la question de la mémoire coloniale, etc. Bon, c'est quand même toutes des questions qui n'auraient pas eu l'ampleur qu'elles ont aujourd'hui s'il n'y avait pas une représentation diverse de la société. Et aussi, bon, avec une concurrence beaucoup plus forte aujourd'hui. On sent quand même que sur certaines questions aujourd'hui, bon, on a dit que le Parti socialiste restait assez dominant en termes électoraux. Mais on voit que dans les débats, ils rament, hein. Quand ils sont coincés par Écolo ou par le PTB sur la question du principe de la neutralité, de savoir s'il faut une neutralité inclusive, exclusive, l'accès des femmes voilées à la STIB, etc. C'est toutes des questions, dans les années 2000, vous auriez pu vous asseoir dessus. Déjà, quand on voit, enfin, il suffit de voir aujourd'hui les tracts que la section locale du Parti socialiste à Saint-Gilles diffuse et les tracts qu'il y avait dans les années 80. Je pense que les tracts qui étaient diffusés dans les années 80, aujourd'hui, ce serait le tombeau de Charles Piquet. Enfin, d'ailleurs, on ne peut plus dire aujourd'hui des choses que l'on disait encore il y a 10-15 ans. Et pour ça, la situation est quand même très différente à Bruxelles. Je ne serais pas aussi pessimiste que Marie-Hélène. Des émotions populaires, des rumeurs, des incidents, ça existera toujours. Mais quand on voit la situation à Bruxelles et qu'on la compare avec celle en Flandre quand même, le Vlaams Belang aujourd'hui est pratiquement le premier parti de Flandre. C'est un parti qui est devenu de plus en plus influent, qui dirige un peu les débats, qui a un peu monopolisé aussi les questions les plus importantes. On voit aussi les polémiques que peuvent susciter des situations considérées comme étant de favoritisme, etc., avec la polémique autour de l'élu libéral flamand de Kwakibie en Anvers, et avec toute la déferlante de haine que l'on retrouve vis-à-vis des Maghrébins. Pour ça, Bruxelles, c'est quand même un îlot, et il y a des débats qui ont lieu à Bruxelles et qui ne pourraient avoir lieu ni en Flandre, ni en Wallonie, et a fortiori pas en France. Donc il faut s'en tenir. Il y a bien sûr des problèmes.
la question aussi du vote ethnique charrie avec lui les problèmes de nationalisme, de racisme qui peuvent exister aussi chez les personnes d'origine étrangère vis-à-vis d'autres groupes d'origine étrangère. Bon, moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'immigration turque, c'est davantage ma spécialisation que sur l'immigration turque. Mais je peux vous dire que bon, tous les problèmes que Emir Kır a connus, que ce soit sur la question du génocide des Arméniens, que ce soit sur ses rapports avec le gouvernement turc actuel, ce sont tous des problèmes qui se posent dans le débat politique bruxellois, qui peuvent l'envenimer, qui peuvent amener aussi des tensions. Mais voilà, enfin, je pense qu'on est passé aussi à autre chose. On ne reviendra pas en arrière. On ira même beaucoup plus en avant, je pense, sur les débats, notamment sur la question des discriminations. Je pense que c'est vraiment, on est d'ailleurs à un carrefour hein, à ce niveau-là. Et on verra soit si on ira vers plus de progrès, aussi vers une remise en cause du système socio-économique et des différences sociales qui existent encore dans notre société, parce que Bruxelles connaît quand même un grand problème de précarité. Ou soit on aura un retour en arrière avec justement des espèces de bantoustans qui se créeront et où il n'y aura plus d'espace commun pour débattre. Et pour ça, voilà, c'est là où il faut être attentif. Oui, mais je pense que pour ça, au moins, nous avons aujourd'hui des assemblées parlementaires qui sont clairement plus représentatives que ce qu'elles n'étaient dans la fin des années 90 ou au début des années 2000. Je pense qu'il y aura encore des avancées parce que, justement, je disais, la population bruxelloise se renouvelle et donc on aura aussi très bientôt des représentants latino-américains, polonais, etc., qui amèneront aussi leurs propres préoccupations, leur propre angle d'approche des questions. Ce qui était très intéressant aussi, je trouve, dans le documentaire, c'était de donner la parole aux sans-papiers. Alors, il faut revenir en arrière. Au début des années 2000, quand on parle des sans-papiers, on a déjà eu une campagne de régularisation en 1999, mais celle-ci n'a rien réglé, en fait. Il y a encore énormément de sans-papiers à cette époque-là dans l'agglomération bruxelloise, et en particulier dans les communes de la première ceinture. Et donc, on aura une autre campagne de régularisation en 2009. Et si ça se trouve, dans quelques années, on se retrouvera de nouveau avec une campagne de régularisation. En tout cas, il y a des mobilisations, il y a des manifestations, même en période de Covid. Donc, c'est une histoire qui se répète, qui se renouvelle. Et ce qui est important aussi, et je pense que je rejoins Hassan sur cette question-là, c'est que l'immigration marocaine était politisée avant qu'elle ait le droit de vote en Belgique. Elle le sera aussi demain, encore plus a fortiori, mais c'est aussi le cas pour les sans-papiers d'aujourd'hui. Ils seront très probablement les citoyens de demain. Mm-hmm. Germain, alors tu disais qu'il y a des questions. J'avais vu que Elian avait levé la main. Donc, Elian, si tu veux prendre la parole, c'est le bon moment. Oui, bonsoir. Voilà, excusez-moi, mais je n'ai pas vu le documentaire parce que je n'ai pas eu le temps, mais voilà, j'étais intéressée par le débat. J'habite Forêt et donc j'aurais été intéressée de savoir quelle était la situation en Forêt, mais bon, on n'en a pas parlé. Mais d'un autre côté, je suis un petit peu surprise que, vous savez, j'ai lu le bouquin de Morelli
sur l'immigration en Belgique. Bon, ça parle beaucoup des Italiens. Et mon mari était italien. Sa famille est arrivée ici en Belgique. Ils ont subi des discriminations, tout ce qu'on veut, mais ils se sont adaptés au pays. Et je trouve qu'il y a quand même des choses que je suis un peu surprise qu'on n'arrive pas à ce que les communautés maghrébines ne s'intègrent pas aussi bien. Enfin, je ne dis pas qu'il faut rejeter sa culture, loin de là, mais je me dis il faut quand même s'adapter au pays, quoi. Moi, si je vais dans un pays musulman, eh ben, je respecterai les règles des musulmans. On est dans un pays qui n'est pas musulman, je trouve que quelque part, on devrait s'adapter aussi à cette culture-là, sans pour ça rejeter ses propres convictions. Hein. Donc, il faut bien comprendre ce que je dis. Enfin, mais il y a quand même quelque chose qui parfois me choque parce que je me dis, mais il faut aussi respecter le pays dans lequel qui vous accueille. Et enfin voilà. Maintenant, voilà. Il ne faut pas mal interpréter ce que je dis, hein, parce que franchement, loin de là, mais je me dis, mais il faut quand même, voilà. Je trouve qu'il y a des choses qui me dépassent et que j'ai vraiment très difficile à comprendre et je trouve ça dommage. Voilà. Je trouve dommage de ne pas comprendre. Je vais intervenir. Alors, je ne sais pas ce que vous entendez par la question du respect. Bon, c'est peut-être certaines choses je ne sais pas, sur la question de la délinquance de certains jeunes ou des difficultés qui peuvent exister dans certains quartiers ou le port du voile. Bon, je crois que sur la question du port du voile, vous savez, d'abord, on n'est pas dans une société laïque, donc on est donc la Belgique est quand même un État qui finance la gestion temporelle du culte d'un certain nombre de religions. Et si on interdisait le voile, faudrait interdire la croix et la kippa, etc. Et donc on sait tout ce que cela peut provoquer. Je ne pense pas que les Italiens aient beaucoup plus de facilité. Dans le cas bruxellois, ils ont souffert. Hein, ils ont énormément souffert, voilà, et en fait, ils ont souffert jusqu'au bout. En fait, il faut regarder un peu historiquement quelle a été la carrière de Elio Di Rupo pour voir comment ses débuts à Mons ont été extrêmement durs et comment on lui renvoyait le fait qu'il n'était qu'un sale rital et qu'il venait s'immiscer dans les affaires des Wallons. Je pense que l'avantage qu'ont eu les Italiens, c'était en Wallonie, ils ont eu un poids démographique qui finissait par les rendre incontournables et qui faisait qu'on ne pouvait plus avoir des propos stéréotypés vis-à-vis des Italiens, comme en ce qui concerne les Espagnols. Pour le reste, pour tout ce qui concerne les différences culturelles, je pense que ce qu'on pourrait reprocher entre guillemets aux musulmans, on les reprochait jusqu'à un certain point aux juifs dans les années 20 et 30 sur le fait qu'ils n'étaient pas intégrés parce qu'ils continuaient un peu à vivre comme dans leur ghetto en Europe de l'Est. Moi, je pense que c'est davantage en fait une question d'ordre social. C'est-à-dire le fait que malheureusement, à la différence de beaucoup d'Italiens ou de beaucoup d'Espagnols, les Marocains et les Turcs n'ont pas bénéficié, et a fortiori aujourd'hui, les Congolais sont dans
l'immigration subsaharienne connaît vraiment des difficultés énormes dans nos sociétés. D'abord parce que j'en vois beaucoup au niveau de l'université. On a beaucoup de jeunes qui sont pratiquement surdiplômés et qui ont énormément d'accès à l'emploi, au logement, etc. Le souci qui se pose pour beaucoup de jeunes d'origine marocaine ou d'origine turque, c'est le fait c'est la panne de l'ascenseur social, en fait. Et cette panne de l'ascenseur social fait que, et peut-être qu'on peut avoir aussi cette réflexion pour savoir pourquoi certains jeunes se retrouvent un peu enfermés dans leur quartier, et peut-être mentalement aussi enfermés, hein, parce qu'il faut reconnaître ce fait-là. Il y a certains endroits où, et en particulier bon, pour les Turcs, on le sait, les Turcs sont entre eux, ils parlent entre eux en turc principalement, et donc souvent le niveau de maîtrise de la langue française ou néerlandaise n'est pas au point. Mais le fait de cette panne de l'ascenseur social, le fait qu'ils n'arrivent pas à trouver cette place dans cette société. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder l'émission Enquête sur la RTBF, investigation sur tous ceux qui travaillent aujourd'hui pour Uber Eats ou Deliveroo, etc. C'est tous des jeunes de la 3e, de la 4e, 5e génération qui, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver, et des sans-papiers aussi. Mais la question des sans-papiers, c'est encore une question à part. Mais le fait d'avoir des jeunes qui sont de nationalité belge et qui en sont réduits en fait à travailler avec zéro sécurité sociale explique à mon sens aussi en grande partie les difficultés que l'on rencontre aujourd'hui dans un certain nombre de quartiers, dans les quartiers autour de la gare du Midi, mais aussi de la gare du Nord ou à Kuregem. Et ce n'est pas simplement des questions d'ailleurs qui concernent les Maghrébins ou les Turcs. Hein. A fortiori, si vous allez un peu dans le nord de Bruxelles, vous verrez que ou à Kuregem, il y a même entre guillemets des Belges de souche qui sont issus de familles populaires et qui ont tout autant de difficultés. Sauf que leur manière parfois de s'exprimer, bon, ben, ça ne va pas vers le fondamentalisme religieux ou le djihadisme, mais ça va vers des groupes d'extrême droite ou vers les théories complotistes en tout genre. Hein. Tu as partiellement répondu à la question de Paola, mais peut-être que tu peux développer. Est-ce qu'il est possible finalement pour les communautés migrantes de s'intégrer si leurs conditions de vie matérielles sont précaires et donc par là même de s'impliquer en politique si déjà à la base les conditions matérielles ne sont pas présentes? Enfin, tu parlais de beurre à la suite de générations, mais même voilà, est-ce que ça constitue vraiment un gros frein ou pas? Et de là, je rebondis aussi sur la question de Teresa. Ben, finalement, quelle autre forme d'intégration le monde associatif pourrait-il travailler alors? En tout cas, pour ce qui concerne le monde associatif, le plus important, c'est c'est vraiment d'ouvrir les horizons. Essayer le plus possible de diversifier le public, de favoriser le plus possible le mélange et les échanges. Parce que c'est surtout ça, en fait, qui va permettre, je pense, de comprendre, de faire en sorte que les uns et les autres, nous arrivions à mieux nous comprendre et de voir aussi, parce que je pense qu'il est légitime tout de même de l'autre côté, de répondre aux préoccupations, c'est le cas en Flandre, mais c'est aussi le cas à Bruxelles, par rapport à certaines questions, notamment sur la question de la neutralité ou sur la question de la laïcité. Il ne faut pas faire une fixette sur la question du port du voile, mais je pense que la décision judiciaire qui était passée, notamment par rapport à la STIB, elle posait une question. Elle disait pourquoi est-ce que la STIB refuserait d'engager des femmes voilées là où elle autorise des hommes à se faire pousser la barbe. Alors qu'on sait que les deux ont une connotation religieuse, sauf qu'il y en a une qui est une connotation religieuse visible et l'autre qui ne serait
bon, pas frappante de prime abord, où on se dirait, bon, vous savez, des hommes qui se laissent pousser la barbe, ça n'en fait pas forcément des musulmans ou des musulmans radicaux. Mais si l'associatif n'est pas là pour favoriser le débat, et si on a aussi, parce que ça c'est peut-être un des problèmes qui se posent avec l'associatif pilarisé, c'est le fait que si chacun reste dans son coin, c'est pour ça que moi je suis par exemple pas favorable au développement d'un pilier musulman. Je ne pense pas que la constitution d'un pilier musulman avec des écoles libres de confession musulmane, etc., va favoriser le vivre ensemble. Mais si on en reste quand même à un système des piliers, c'est-à-dire par exemple si on a un enseignement libre, catholique, etc., alors il faut accepter un enseignement libre musulman, par exemple. Mais toujours, je pense que la solution ou la porte de sortie vers le haut, ce sera pour le secteur associatif en tout cas, de décadenasser ou en tout cas de favoriser les liens avec les différentes communautés. Et Oui, ça pourrait se faire via les écoles aussi, hein. Les alors, écoles plus ouvertes. le souci, c'est qu'on attend beaucoup de choses des écoles. Hmm. Les écoles, aujourd'hui, on leur demande d'apprendre à lire, écrire, compter. On demande à ce qu'elles servent de Moi, tremplin je parle simplement de la diversité Oui, oui, mais on des demande enfants. aujourd'hui aux écoles d'être un tremplin pour l'ascension sociale. Et puis, il faut voir aussi quelle est la nature de notre système scolaire. Nous avons un système scolaire qui, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, est très, très inégalitaire. Et donc, en fonction de l'école que vous fréquentez, votre parcours sera impacté d'une manière ou d'une autre. Et moi, je le dis parce que, bon, moi, j'habite à Forêt, j'ai fait toute ma scolarité dans un collège considéré comme un bon collège à Uccle, qui m'a permis après de faire une carrière universitaire et tout le reste. C'est très, très différent quand vous êtes dans une école sans connotation péjorative, mais dites une école poubelle et que voilà, qui additionne au fond les difficultés pour avoir énormément de jeunes nouveaux arrivants qui ne maîtrisent pas la langue ou qui rencontrent des difficultés dans leur propre famille parce que leurs parents ou l'un des deux parents, le plus souvent le parent qui s'occupe de suivre la scolarité des enfants, ne maîtrise pas la langue vernaculaire du pays de résidence, parce que leurs conditions de vie aussi ne s'y prêtent pas. Aujourd'hui, dans cette période où tout le monde a été confiné, ben, on n'est pas à égalité dans l'accès aux outils informatiques qui nous permettent de pouvoir suivre des cours en visioconférence ou de suivre des conférences, etc. Et ce qu'on voit ça dans les... Moi, j'ai fait l'expérience au niveau universitaire. Donc, j'encadre des étudiants à l'université et j'ai pu voir, beaucoup d'étudiants n'allument jamais leur caméra. Et quand vous leur demandez pourquoi est-ce que vous ne le faites pas, parce qu'au moins, bon, c'est plus simple pour le titulaire du cours de pouvoir voir ses étudiants, il vous explique ma connexion risque de sauter. Je n'ai pas la possibilité. Et puis, si je mets mon écran, bah, vous allez voir que je vis dans un appartement exigu, que je partage ma chambre avec mon frère ou ma sœur, etc. Donc, moi, je reviens toujours quand même à ces questions d'ordre social. Je pense qu'elles sont prévalentes par rapport à des différences d'ordre ethnique, culturel ou religieuse. C'est pas pour autant que les questions d'ordre ethnique, culturel et religieuse ne se posent pas. Mais une fois qu'on aura poussé pour atténuer les inégalités sociales, je pense qu'on se portera mieux, tous ensemble comme société. Hassan voulait réagir là. Je voulais réagir pour dire une chose.
musulman n'est pas égal au terrorisme. C'est un cliché des médias, ça, tout le temps. Donc, pas tous les musulmans sont des terroristes. L'islam, c'est une religion comme la religion juive ou la religion chrétienne. Cela dit, je ne suis pas là pour faire le prêche pour la religion, ce n'est pas mon but. Mais juste pour rectifier l'amalgame. Hein. Deuxième chose, M. Maziar a fait allusion. Il y a deux choses qui sont un peu qui empêchent un peu aujourd'hui cette jeunesse issue de l'immigration, mais elle est née ici. Hein, donc, quand on parle d'intégration, elle est déjà intégrée ici. Donc, il ne va pas retourner. En fait, il y a le problème de l'enseignement qui est extrêmement discriminatoire, extrêmement élitiste. Il est soit des écoles un peu ghettoisées, soit des écoles, mais c'est les parents qui font les écoles. Soit c'est des écoles, moi je le vois à Saint-Gilles, quand ils voient une école primaire, on reste entre soi, tu prends l'école Gigi Michel, alors que de l'autre côté, l'école 4-16 ans, qui était un peu ghetto, qui est aujourd'hui un peu mixte. Il y a même immersion de néerlandais. Donc, la particularité de Saint-Gilles par rapport à d'autres communes, c'est qu'elle est diversifiée et qu'il n'y a pas de ghettoisation. Et par sa position de gare du Midi, qui est la plus grande gare du pays, a fait qu'il y a beaucoup d'immigrations qui sont arrivées dans cette commune. Il y a beaucoup de rentrants, beaucoup de sortants. Par rapport à Forêt, ce que disait la dame, Forêt, moi j'ai habité à Forêt 2 ans, 3 ans et je suis parti parce que c'est une commune très bourgeoise qui était fermée à l'immigration et qui avait beaucoup d'usines où les immigrés étaient là, mais ils ne pouvaient pas habiter parce que la police, comme c'était la police à Scarbeck, c'était la police qui terrorisait les gens, quoi. Et donc, d'où les émeutes de Forêt, hein, donc pour rappel. Un autre élément qu'il faut retenir, c'est que les discriminations à l'emploi. La Belgique reste l'un des pays les plus européens qui discriminent à l'emploi. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'OCDE. Donc, c'est un problème, puisque les gens n'arrivent pas à percer dans certains emplois. Pour revenir à l'immigration marocaine, il n'y a pas que les problèmes de délinquance. Cette immigration, on nous renvoie toujours à notre régime. Hein. Donc, ce sont des gens qui sont là depuis 40 ans, 50 ans. Mais cette immigration, elle est aussi dynamique. Voilà, il y a des commerçants, des chauffeurs de tram, des universitaires. C'est des gens, on se focalise toujours, et surtout les médias, sur ce qui ne va pas. Alors que ce qui va bien, on ne le focalise pas. Dans le monde associatif, dans le monde politique, elle est active. Elle est de la part de la géographie du Maroc, ils sont ouverts à l'immigration. Et donc, cette immigration, elle est ouverte. Il y a certainement une minorité qui s'accroche comme toutes les nouvelles immigrations. Vous l'avez vu, les nouvelles immigrations, quand ils viennent, ils ont peur de s'ouvrir parce qu'ils ont peur de l'inconnu. Et donc, il faut du temps pour s'intégrer. Donc, moi, je sais que l'immigration, contrairement à ce que dit M. Maziar, l'immigration subsaharienne est dans une position très, très précaire. Je parle des Maliens, des Guinéens, qui sont dans une période où il y a moins d'emplois, ils sont discriminés. Il y a aussi les femmes d'immigration qui du coup, il y a la barrière de la langue, qui n'arrivent pas à percer à cause de l'emploi et à cause de la méconnaissance de la langue. Et c'est une communauté aussi qui vit très, très mal. Donc, il faut le dire. Il ne faut pas regarder que les élites. Les élites, ils viennent à l'université, ils s'insèrent, mais il y a aussi la masse. Et cette masse-là, on voit par les arrivées, par les embarcations de l'Afrique subsaharienne, parce qu'il n'y a plus rien dans les campagnes, ils s'agglutinent dans les villes, et puis dans les villes, il n'y a plus rien, et puis ils arrivent en Europe. Et tant qu'on ne change pas le développement dans ces pays-là, il y aura toujours de l'immigration. C'est toujours comme ça. Aujourd'hui, moi je dirais la Belgique, c'est moins grave avec ce qui se passe en France. En France, le pays de l'égalité, liberté, fraternité, c'est tout le contraire. D'abord, ce n'est pas un pays égalitaire. Et l'enseignement n'est pas un pays égalitaire. Et ils ont mis les immigrés dans les banlieues, donc dans les dortoirs, dans les ghettos. Et aujourd'hui, ces immigrés, depuis 60 ans, ils ne veulent pas rester là. Et donc, aujourd'hui, il y a un schisme, une sorte de
de non-retour en France et d'un climat nauséabond dans les médias que je ne retrouve pas en Belgique. En Belgique, il y a quand même cet aspect où on a intégré les gens. En Wallonie, par exemple, on parle de Wallonie, hein, ben, la FGTB, les syndicats ont fait un travail formidable d'intégrer les gens par le travail, pour les inscrire dans les syndicats. En Wallonie, toujours a été une terre d'immigration. En Flandre aussi. Hein, donc, il y a des problèmes, mais pas de la même façon que dans d'autres pays. Donc, la Belgique reste quand même, il y a des problèmes, mais reste quand même un pays très ouvert, très énéqueux, comme on dit. Hein. Donc, je dirais, voilà, j'arrête là. Merci Hassan. Avant juste de céder la parole à Djelmala pour clôturer, moi j'ai envie de poser une question, mais sous forme, enfin, c'est une réflexion peut-être très éculée. Peut-être poser la question du coup sous forme affirmative. Est-ce que finalement la voie réelle pour favoriser l'intégration, ce ne serait pas d'abord de favoriser l'égalité tout simplement, que ce soit au point de vue social, que ce soit au point de vue du travail, que ce soit au point de vue de la participation politique. Voilà, il y a peut-être encore des choses à travailler à ce niveau-là. Djalmala, je te cède la parole. Ok, d'abord, je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire, donc une question affirmative. Et voilà, j'avais juste ajouté une petite chose par rapport voilà, à l'intégration italienne et à l'immigration italienne, que c'est un sujet qu'on connaît un peu mieux de l'immigration marocaine. Par exemple, quand on parle de l'intégration des Italiens, qu'on parle de Elio Di Rupo, etc., vu que Anne Morelli a été citée, il ne faut pas oublier en fait que, par exemple, le taux de chômage dans dans la population d'origine italienne en Wallonie est du double par rapport aux belgo-belges en Wallonie. Donc, ça veut dire qu'il y a toute une série de filtres, dispositifs. C'est un système qui touche tout le monde, que ce soit italien, français, marocain, turc, etc. Et là aussi, la question de l'intégration, on fait souvent la distinction entre l'immigration italienne et celle maghrébine pour dire, ah, regardez les Italiens, ils ont fait un bon boulot, ils se sont intégrés, ils se sont adaptés, etc. C'est la bonne immigration, celle-là. La bonne immigration, donc on crée des hiérarchies dans les immigrations et je pense que c'est un jeu dangereux. Ouais. Et aussi parce que quand on voit par exemple l'intégration religieuse, on parle toujours d'Anne Morelli, qui était, voilà, je la cite parce qu'elle était ma prof à l'université. Donc en fait, on voit les Italiens qui allaient à l'église et il y avait les Belges aussi, catholiques, qui allaient à l'église, mais dans deux moments séparés, donc différents. Donc il y avait aussi une intégration religieuse différente entre les catholiques. Donc, voilà, ça, c'était pour partager nos connaissances par rapport à ça. Et donc, je vais clôturer, pas parce qu'on n'a plus envie d'en discuter, mais juste parce que ça fait 1h30 qu'on parle de ce sujet qui est vaste. Énorme et grâce au documentaire de Marie-Hélène, on a pu traiter une question que pour une fois, ça ne touche pas la crise pandémique qu'on vit maintenant et c'est déjà quelque chose. Et en plus, je voulais vous rappeler, surtout à Elian qui n'a pas vu le documentaire, qu'il est encore disponible jusqu'à le 14 mai. Et je pense que vous avez tous et toutes reçu les codes pour les voir. Donc, faites-le. Voilà, je tiens à remercier Maziar et Marie-Hélène pour le temps qu'ils nous ont dédié et à Philippe pour, voilà, pour avoir partagé le travail de ce soir. Donc, je pense, OK, je pense la question de Elian, je pense que ça prendrait encore une demi-heure pour en discuter. Et je propose qu'on se rajoute. Et je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt. Merci. Merci à tous et merci Hélène pour la question. Ce sera l'idée d'un prochain débat. Oui. Ou une réponse par mail dès que possible.
Ça va. Au revoir à tous. Merci. Au revoir. Bonne soirée à tout le Bonsoir, monde. Hassan. Au revoir. Au revoir. La réunion